Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Magafrique. Dans cette édition de Santé Magafrique, nous explorons les liens étroits entre urbanisation accélérée, promiscuité urbaine et explosion des maladies infectieuses. En Afrique, l'essor des mégapoles s'accompagne de défis majeurs, bidonvilles, manque d'assainissement, promiscuité extrême, inégalité d'accès aux soins. Avec nous, la bonne personne pour analyser cette réalité complexe, l'infectiologue, le docteur Ilyas Akhamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur. La croissance urbaine est souvent vue comme un signe de modernisation, mais dans les faits, elle crée des zones de grande précarité sanitaire. Comment interpréter ce paradoxe africain, docteur? En fait, c'est normal, l'urbanisation, c'est normal. C'est l'évolution de pays. Los Angeles n'était pas Los Angeles il y a 3 ans, il n'y avait rien. Il y a 300 ans, il n'y avait rien. Le Dubaï, il y a 100 ans, il n'y avait rien. Maintenant, c'est une mégalopole. C'est normal qu'il y ait une urbanisation. Ce qui pose problème en ce qui concerne les maladies infectieuses, c'est l'urbanisation rapide. C'est ça. Et la promiscuité. Et ce qui ne suit pas, c'est le développement des structures de santé. C'est-à-dire, je vais aller dans un village africain, peu importe où il est, et on va construire en 5 ans une grande ville. Donc beaucoup de personnes, mais les infrastructures de santé ne suivent pas. Donc c'est une grande ville, mais pas de grand hôpital. C'est une grande ville, mais il n'y a pas un système d'assainissement qui est performant. C'est une grande ville, mais l'eau potable n'est pas acheminée correctement. Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de structuration. Donc c'est ce qu'on appelle l'urbanisation rapide et la promiscuité, le développement de bidonvilles. Ça, c'est un drame. Bien sûr que ce n'est pas qu'africain, mais ça existe partout en Afrique. Les bidonvilles, ce sont des bâtisses sans système d'irrigation, sans système d'eau usée, sans système d'approvisionnement en eau potable. Et c'est le nid de beaucoup de maladies et ce qui est responsable actuellement de beaucoup d'épidémies. La promiscuité dans les quartiers informels devient un acteur ou plutôt un facteur de propagation rapide des maladies. Maintenant, quel type de pathogène trouve un terrain particulièrement favorable dans ces conditions? Alors, dans ces conditions, il y a beaucoup de maladies. Il y a principalement les maladies à transmission hydrique. Pourquoi? Parce que l'assainissement est insuffisant, voire absent. Et l'approvisionnement en eau potable est insuffisant, parfois absent. Donc les populations vont soit ramener des seaux d'eau, des jerrycans d'eau, ou bien ramener des citernes qui ne sont pas contrôlées. Et parfois il y a même un mélange entre les systèmes d'approvisionnement et le système d'évacuation de l'eau, d'assainissement. Et on a ce qu'on appelle les maladies à transmission hydrique, c'est ce qu'on appelle les maladies du péri-féco-oral. D'accord. C'est des maladies qui sont transmises par les fésses, enfin, par les selles, et qui se mélangent avec de l'eau potable. Et on aura des maladies à transmission hydrique, à savoir la fièvre typhoïde, le choléra, les entérovirus, les salmonelloses. Parfois même, c'est utilisé pour l'irrigation de l'agriculture, des produits agricoles. Et on a tous entendu le problème en Allemagne, qui est un grand pays développé, de concombres qui ont été contaminés par les Escherichia coli. Alors ça, c'est dans des pays développés. Alors vous imaginez, chez nous en Afrique, dans les bidonvilles, on aura une propagation rapide de ce genre de maladies de transmission hydrique. C'est ce qu'on voit actuellement au Soudan, par exemple, où il y a une épidémie de choléra. C'est ce qui a connu le Nigeria, le Niger aussi. Pourquoi? Parce que on a toutes les conditions réunies pour qu'il y ait une propagation de ce genre de maladie.
Et vu que le manque d'infrastructures sanitaires, donc on va mettre du temps à éteindre ce genre d'épidémie. D'accord. L'absence de système d'égout maintenant ou d'assainissement dans ces quartiers constitue une porte ouverte aux épidémies. Maintenant, quels sont les effets sanitaires immédiats de cette carence ? Alors déjà, c'est responsable de ce qu'on appelle de maladies diarrhéiques chez l'enfant, chez les nourrissons, responsable malheureusement de beaucoup de décès en Afrique. Les maladies de transmission hydrique. On a toujours la polio qui, en principe, c'était un objectif d'éradication mondiale en 2020. Et là, c'est un objectif qui est loin d'être réalisé parce qu'il y a certains pays en Afrique qui sont très en retard par rapport à l'assainissement et à l'approvisionnement en eau potable. Parce que vous savez que dans les stations d'assainissement, il y a une surveillance bactériologique. On doit faire des analyses des eaux usées pour voir s'il y a des épidémies de choléra, de fièvre typhoïde, de salmonellose et même de Covid. Dans les pays les plus développés, on testé la transmission de la Covid grâce au contrôle des eaux usées. Parce que le Covid est éliminé aussi par les selles. Donc, ce genre de maladie, il y a la polio, on est très en retard, le choléra, la fièvre typhoïde, d'autres maladies, notamment les salmonelloses qui donnent des épidémies de diarrhée chez les bébés, chez les nourrissons, malheureusement avec beaucoup de décès. Ça, c'est pour tout ce qui est eau, mais il ne faut pas oublier la promiscuité. Quand on dit promiscuité, c'est-à-dire Covid-19, la tuberculose, d'autres maladies virales qui vont trouver les conditions propices pour se développer et entre populations avec beaucoup de promiscuité. D'accord. Et maintenant, dans un environnement où l'eau potable est rare ou difficile d'accès, quelles maladies émergent en priorité et pourquoi ces situations perdurent-elles ? Alors, quand l'eau est rare, on a tendance à s'approvisionner n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est surtout les maladies de transmission hydrique, j'ai dit, la fièvre typhoïde, le choléra, les entérovirus, les entérobactéries, tout ce qui est salmonella, Escherichia coli. Et ce genre de maladies vont se développer rapidement. Il y a aussi, quand on a du mal à avoir un bon système d'assainissement, on peut avoir des eaux usées à l'air libre, avec des eaux stagnantes. Et ça, c'est magnifique pour les insectes, les moustiques. Et donc, ça fait développer des maladies comme le paludisme ou des arbovirus, donc de dengue, fièvre jaune, chikungunya. La prévention repose sur l'éducation à la santé. Donc on parle de la prévention. Mais comment transmettre des messages de santé publique dans des contextes de grande précarité, souvent sans médias ni relais communautaires ? Oui, c'est un contresens. C'est complètement non productif. Quand on parle d'urbanisation, quand on parle d'assainissement, d'eau potable, ça c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité des autorités dans le sens où il faut toujours mettre à disposition à la population un bon système d'irrigation, d'assainissement, et d'un autre côté, contrôler tout ce qui est fraude, tout ce qui est non-respect aux règles, parce que quand on crée des bidonvilles, on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas la loi, donc il faut être strict par rapport à ça, parce qu'on va se dire c'est des pauvres gens qui n'ont pas où habiter, mais ça peut devenir un problème de santé publique pour tout le pays. C'est pour ça que parfois il y a des États qui sont un peu durs pour détruire tout ce qui est bidonville, des habitations illicites. On a tendance à les juger, mais ils pensent aussi à la santé publique. Parce qu'une fois une épidémie lancée, on va payer 10 fois le prix. Donc c'est la responsabilité de l'État, bien sûr, d'assurer des habitations respectueuses avec tout ce qui est électricité, eau, gaz, etc. Et d'un autre côté, là, c'est la responsabilité citoyenne de la société civile et des citoyens en eux-mêmes pour respecter les lois. Parfois, c'est du piratage. On a tendance à pirater l'eau sans la payer, mais on va créer des fuites d'eau. Donc, on va
participer à la rareté de l'eau. Il y a aussi tout ce qui est contrôle des gens qui font du commerce avec des citernes d'eau pour approvisionner, mais ils ne contrôlent pas, ils ne nettoient pas. C'est des lois, hein, c'est des lois qui régissent l'hygiène, les commerces, etc. Il faut appliquer strictement la loi et punir les gens qui ne respectent pas les lois. C'est ça. Et dans les bidonvilles, les structures sanitaires sont rares, voire parfois inexistantes. Est-ce qu'on peut encore parler de soins de proximité dans ce type de cadre urbain? J'imagine que non. J'ai pas compris. Dans les bidonvilles, les structures sanitaires sont rares, donc voire même inexistantes. Oui. Est-ce qu'on peut parler de soins de proximité dans ce type de cadre urbain? C'est ça le problème, c'est que quand on construit anarchiquement des villages, des villes ou des bidonvilles, on n'a pas tendance à construire des hôpitaux. C'est surtout des bâtisses ou des commerces. Et donc les hôpitaux, les structures de santé ne suivent pas. Et ça, c'est de la planification urbaine qui est complètement inexistante. Parfois, c'est la faute aux citoyens, mais parfois, c'est la faute aussi aux autorités, parce qu'on a tendance à bâtir rapidement des villes, mais sans tenir compte des structures de santé, et même tout ce qui est gestion de l'eau, etc., ça suit pas. On a tendance juste à bâtir des appartements, des maisons le plus tôt possible et les distribuer, mais sans planification. On planifie pas les routes, on planifie pas les structures de santé, on planifie pas l'irrigation en eau, et après quand on tombe dans le problème, on trouve plus de solution, alors que dans ce genre de bâtisse, il faut planifier sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. À travers maintenant, docteur, les expériences des précédentes épidémies comme Ebola ou le choléra, que nous apprend la géographie urbaine des villes africaines sur les foyers d'infection? Alors, ce qui est un peu particulier en Afrique, c'est qu'on a tendance à avoir des mégalopoles. Je prends par exemple en Égypte, on a le Caire, où probablement c'est la ville la plus peuplée au monde, avec 20 millions d'habitants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de planifier sur des dizaines d'années pour avoir plusieurs villes qui sont peuplées, au lieu d'avoir 2-3 grandes villes qui sont surpeuplées. Et ça, c'est commun en Afrique. Hein. On trouve un pays, on va trouver 2-3 très grandes villes. Ah, le Nigeria, l'Éthiopie. Oui, le Cameroun. Mais surtout le Nigeria. Voilà, 2-3, on va trouver Lagos, Abuja, par exemple. Abuja, très surpeuplé. Et le reste du pays est vide. Et bien sûr, c'est des villes qui sont très importantes économiquement, qui ont une importance mondiale. Ah oui. Par exemple, Lagos, c'est d'une importance pétrolière économique mondiale. Donc, on a tendance que beaucoup de Nigérians veulent vivre à Lagos. Donc, au lieu d'avoir 10 villes avec 1 million d'habitants, on va avoir 2 villes avec 10 millions d'habitants, chacune. Et c'est ce qui rend... Prenons par exemple les États-Unis. Quand on voit les États-Unis, il y a plusieurs grandes villes. On va à Washington, New York, Chicago, Miami, Los Angeles. Donc, il y a quand même un certain équilibre entre les villes. Alors qu'on voit au Cameroun, par exemple, on va trouver Yaoundé, par exemple, ou Douala, qui sont très peuplés, et l'autre, c'est-à-dire le reste du pays, est pas très peuplé. Donc, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs villes avec toutes les infrastructures souhaitées, au lieu de encore surpeupler des capitales c'est pour ça qu'il y a des pays qui changent de capitale pour éviter ça. Par exemple, au Brésil. Au Brésil, avant, c'était Rio de Janeiro, la capitale, puis c'est devenu Brasilia. Comme ça, on va détacher le côté économique du côté administratif. On va diminuer la surpopulation. Par exemple, la capitale des États-Unis, c'est Washington, mais la capitale économique, c'est New York. Ça permet un peu de pas vider, mais au moins diminuer la pression sur les grandes villes et de créer des petits pôles comme ça,
où c'est plus facile de gérer le côté population, le côté santé. D'accord. Le rôle des municipalités est souvent négligé. Oui. En quoi leur implication peut-elle changer la donne dans la gestion de la santé urbaine? Alors leur implication, elle est totale. Les collectivités locales, les communes, les districts, les wilayas chez nous, le rôle est capital. Pourquoi? Parce qu'il y a des bureaux. Dans chaque commune, il y a le bureau de l'hygiène communale. C'est un bureau très important, mais qui est malheureusement sous-estimé. Qui va gérer tout ce qui est hygiène, tout ce qui est surveillance des insectes, tout ce qui est gestion c'est-à-dire de l'hygiène de la ville, tout ce qui est gestion des déchets humains, etc. Il y a un bureau d'agriculture, il y a un bureau sur la gestion de l'eau, donc tout ce qui est hydraulique. Donc, si on fait une réunion de la commune, donc de l'assemblée communale, donc il y a une personne chargée de l'hydraulique, une personne chargée de l'hygiène, une personne chargée du commerce, une personne chargée de l'habitat. Ils sont à chaque fois en réunion pour co-travailler, donc travailler ensemble. Donc ça permet de coopérer déjà, et quand ça dépasse les prérogatives de la commune ou le budget de la commune, on peut solliciter l'État pour dire voilà ce qu'on a comme problème, voilà. Mais le rôle de la commune, c'est le rôle le plus important parce que c'est la commune qui connaît le nombre de ses habitants, leurs préoccupations, leurs problèmes, etc. Au-delà des soins curatifs maintenant, comment les politiques d'habitat et de planification urbaine peuvent-elles devenir des outils de prévention épidémiologique? Oui, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faudrait déjà une collaboration interpays. Comme ça, si on a une épidémie au Soudan, en Égypte, on doit être au courant pour déjà prévenir. Donc une collaboration interpays, une planification du pays sur plusieurs décennies pour prévoir les problèmes, surtout avec les changements climatiques et surtout avec les surpopulations. Il y a aussi le côté politique. On sait très bien que à chaque fois qu'il y a des perturbations politiques, géopolitiques, des conflits armés dans le continent africain, 2-3 ans après, on commence à avoir des problèmes de santé et des épidémies. Malheureusement, on est le continent le plus instable politiquement, et à chaque fois qu'il y a un problème dans un pays politique, et on voit par exemple au Soudan, sans rentrer dans les détails, ça a commencé il y a quelques années, tout ce qui est conflit, tout ce qui est perturbation, et là, on a une épidémie de choléra. Et ça peut toucher n'importe quel pays. Dès qu'il y a des problèmes géopolitiques et des conflits d'armée, quelques années après, il y a apparition de nouvelles épidémies. C'est pour ça que il faudrait gérer ce volet politique, surtout en Afrique. Les ONG et les associations jouent souvent un rôle de substitution. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que nous risquons de pérenniser des solutions d'urgence au détriment de véritables réformes structurelles? Oui, tu as absolument raison. T'as absolument raison. La société civile doit être un accompagnateur. Et en aucun cas responsable de gestion de santé ou de gestion politique, de gestion économique. Il faudrait que, bien sûr, la société civile est un acteur très important pour accompagner, pour surveiller, pour compléter l'action de l'État, mais ça ne peut en aucun moment substituer à l'action de l'État. Par exemple, actuellement, dans la région du Sahel, il y a eu, dans le passé, une activité très importante des ONG internationales sur le plan sanitaire. Et dès qu'il y a eu les problèmes géopolitiques et les conflits armés, ils ont quitté le territoire. Et malheureusement, on s'est trop reposé sur ces actions-là. Et là, on est en train de le payer sur le plan sanitaire. Donc, il faudrait que l'État soit le garde-fou de la politique sanitaire. Et il faudrait que la société civile soit un acteur, bien sûr, important, mais en complément
bien sûr, de l'action de l'État. De nombreuses villes africaines sont aujourd'hui, on va dire, des bombes sanitaires à retardement, si je n'exagère pas. Quels outils de surveillance épidémiologique pourraient être mis en place à moindre coût? Alors, l'intelligence artificielle, c'est très important, surtout avec les jeunes Africains. Surtout avec ce qu'on fait avec de nos jours. Exact. Les jeunes Africains, on a remarqué qu'ils sont en train de rattraper notre retard de notre continent sur les autres grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, exactement. Ça, c'est très important, que ce soit les jeunes. Je parle beaucoup de jeunes parce que c'est de leur génération, l'intelligence artificielle. Nous, notre génération, c'est Internet. Mais les jeunes de maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'ils participent plus dans le développement et dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, que ce soit les jeunes qui sont en Afrique ou la diaspora africaine à l'étranger. Donc, prédire les variations météorologiques, mettre des cartographies des insectes, des vecteurs de maladies, utiliser l'intelligence artificielle pour détecter, prévenir les épidémies, pour prévenir les catastrophes naturelles, pour le diagnostic de certaines maladies, notamment tout ce qui est radiologie. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de la télémédecine, on peut faire du diagnostic. C'est ça. Grâce à l'intelligence artificielle. Moi, j'ai participé récemment à une réunion au Togo sur une maladie tropicale négligée et on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour, grâce à des photos de lésions dermatologiques, de diagnostiquer des maladies grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui, quand même. Et c'est appliqué sur le terrain. Je parle d'Afrique, je parle pas d'ailleurs, je parle de pays africains. Il y a par exemple des chatbox qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à des questions de la population. Je peux avoir une question à 3 heures du matin, comment ça se transmet la fièvre typhoïde. Au lieu d'aller dans des sites sur Internet, on peut ne pas donner la bonne information. Il y a des chatbox où une intelligence artificielle peut nous répondre en quelques secondes. Voilà comment ça se transmet, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc je pense que, voilà, maintenant c'est l'intelligence artificielle qui peut nous aider à rattraper notre retard en Afrique. Donc, docteur, avec l'intelligence artificielle, on peut rêver de villes africaines qui anticipent les épidémies au lieu de les subir. Quel modèle, sinon plutôt, existe même à petite échelle sur le continent? C'est-à-dire quand on parle de villes africaines qui anticipent les épidémies au lieu de les subir. Quel modèle existe? Oui. Même à petite échelle. Il y a un travail important. L'Éthiopie, par exemple, le Rwanda utilisent un peu l'intelligence artificielle pour prévenir les épidémies, pour cartographier tout ce qui est chimioprophylaxie. Par exemple, il y a des maladies. Au Congo, par exemple, il y a ce qu'on appelle la maladie qu'on appelle la cécité des rivières. Ah oui. Et on donne une chimioprophylaxie, l'onchocercose, voilà. On donne une chimioprophylaxie à la population pour qu'ils ne tombent pas malades. Et on est en train de faire des cartographies grâce aux satellites pour voir quelles zones on a touchées, quelles zones on a oubliées. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut, par exemple, définir, on va commencer par telle ou telle région parce qu'elle est plus en danger. Donc, tu vois, c'est un genre d'aide de l'intelligence artificielle qui ne va pas faire notre travail à notre place, mais elle va nous aider, par exemple, à mieux planifier. Est-ce qu'on commence par certaines régions ou par d'autres régions? Est-ce que cette région connaît telle épidémie qui est en train de s'amplifier, donc il vaut mieux commencer par circonscrire. C'est comme, vous voyez, les derniers incendies qui ont touché les États-Unis l'été dernier. Il y a eu des images par satellite avec tout ce qui est vent, tout ce qui est humidité. On va prévoir quelle région va être touchée demain ou après-demain par les incendies. Donc, il faut commencer par cette région. Et ça peut être vraiment amélioré par l'intelligence artificielle. Et enfin, vous, docteur, qui êtes infectiologue, le changement climatique vient accentuer les vulnérabilités urbaines. Quel lien établissez-vous entre dérèglement climatique et émergence de maladies infectieuses en zone urbaine? Malheureusement, l'Afrique, c'est le premier continent qui va payer très cher le réchauffement climatique. D'accord. Déjà parce qu'on a un continent qui
qui est chaud de base. Oui. Et il y a des zones comme le Grand Sahara, c'est l'une des zones les plus chaudes du monde. C'est ça. Et malheureusement, ça risque de s'aggraver dans les prochaines années. Il y aura même une migration climatique, des gens qui vont fuir ces zones-là. Donc, malheureusement, s'il y a une sécheresse, il y a une migration. S'il y a une sécheresse, donc ça va encore aggraver l'approvisionnement en eau potable. Donc, ça va favoriser des maladies à transmission hydrique. Ou la sécheresse aussi peut favoriser la dénutrition. On peut avoir des famines, malheureusement. Et quand il dit dénutrition, c'est une immunodépression. Il y aura des pertes d'enfants, de personnes âgées. Sans oublier que quand on dit changement climatique, ça veut dire sécheresse, mais ça peut aussi dire des intempéries dans des zones qui sont anormalement touchées. On a vu des intempéries aux Émirats, à Dubaï, qui est une zone normalement sèche, mais qui a connu des intempéries. Et donc, ça peut favoriser l'installation de nouveaux insectes dans des zones nouvelles. Et donc, on peut connaître dans ces zones-là des maladies qu'on ne connaissait pas, comme la fièvre jaune, comme la dengue, comme le chikungunya. C'est pour ça que malheureusement, notre continent, c'est le continent, la première victime de l'Afrique, la première victime du changement climatique à l'avenir. D'accord, merci beaucoup docteur pour cet éclairage. L'Afrique urbaine grandit mais parfois sans règles, sans filet, sans plan de santé. Entre promiscuité, précarité, pollution, les germes circulent à grande vitesse. Mais là où il y a crise, il y a aussi opportunité. Repenser la ville comme un espace de vie, de santé et surtout suivant les conseils de notre médecin infectiologue Elias Khamouk. Merci à vous docteur pour ces précieuses analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.